Allez, on va parler maintenant du Togo. On va évoquer donc l'observation des élections, la commission électorale qui fixe les règles du jeu. Des missions d'observation seront autorisées pour la présidentielle de l'année prochaine. Présidentielle qui doit avoir lieu, pasteur? Oui, le 22 février sera le dernier communiqué du Conseil des ministres que nous venons d'avoir. Premier tour, c'est ça? Le premier tour. 22 février. 22 février. Donc, dans 3 mois. Dans moins de 3 mois. Les missions d'observation donc, pourront effectuer leur travail d'observation, mais pour observer l'élection, ce n'est pas n'importe qui. Il faut monter patte blanche. Les pseudo-instituts de surveillance créés pour l'occasion ou la présence de délégués rémunérés par les candidats et tout, eh bien, tout cela, eh bien, ce n'est pas autorisé. Il faut remplir des conditions. Bon, j'ai tout ça devant moi, mais c'est tellement petit que je n'arrive pas à lire du tout. Mais en tout cas, de façon générale, ce sont un certain nombre de oui, j'essaie d'agrandir, mais ça ne marche pas. C'est un certain nombre de conditions posées dans ce genre de mission d'observation pastorale de commis. Quand on regarde ces conditions, il n'y a aucune invention togolaise. Non, c'est vrai que pendant les élections, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup d'organisations qui se créent pour observer les élections. Et la plupart des temps, on se rend compte que c'est des individus qui viennent de nulle part et qui viennent s'afficher pour dire que bon, ils appartiennent à une telle organisation venant de tel pays. Bon, donc je crois quand même que si on veut le faire bien et le faire de telle sorte que ces organisations soient crédibles. Et quand ils voient le noir, ils disent que le noir, il ne change pas de couleur, alors c'est tant mieux. Si c'est ça, tant mieux. C'est ce qu'on aurait souhaité, que quand les missions d'organisation viennent et elles vont sur le terrain, qu'elles constatent réellement ce qui s'est passé sur le terrain et c'est ce qu'elles doivent relater sur le terrain pour faire des recommandations et dire réellement ce qu'elles ont vu sur le terrain. Bon, si c'est dans cet esprit, c'est bon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ces observateurs qui viennent souvent, la plupart, vous le savez, c'est des gens, c'est vrai, il y a des gens qui critiquent le pouvoir, mais la plupart des temps, sont plus favorables, parce que vous les voyez se regrouper, faire des conférences de presse pour dire les élections, il y a eu tellement des irrégularités, ces irrégularités ne sont pas loin d'entacher, vous voyez, l'organisation de ces élections, et ça passe. C'est la formule magique qui est toujours dans la bouche de tous ces observateurs. Bon, si aujourd'hui on veut le faire, mais ça, moi ce que je vois quand même que ça peut pénaliser, peut-être on a l'impression, on a l'idée, la pensée de pénaliser certaines organisations sur le plan national, qui sont souvent critiques, qui ont toujours leur position tranchée par rapport au pouvoir. Donc on veut bien les écarter, on peut les écarter. Ça aussi, il faut le savoir, on peut les écarter, qu'elles ne soient pas bienvenues pour des observateurs sur le terrain. On se rappelle des élections locales où on a refusé quand même à l'Église catholique d'envoyer des observateurs sur le terrain pour faute de justification de sources de financement. Bon, donc, vous voyez, ces conditions sont à prendre selon du côté où l'on se trouve. J'ai retrouvé quand même le communiqué originel et je vais juste donner lecture d'un certain nombre de conditions à remplir. D'abord, il faut adresser une demande au président de la commission, une demande d'accréditation qui indique la durée de l'observation, les étapes que l'organisation souhaite observer, les zones de déploiement, les zones d'observateurs et le nombre d'observateurs. Et puis, il faut fournir à la CENI une copie de son récépissé et un exemplaire des statuts. Il faut s'engager à respecter les dispositions du code électoral en général et celles définies par la CENI, doit faire preuve d'une stricte impartialité, neutralité vis-à-vis des parties prenantes, doit exercer dans le domaine électoral. Je ne sais pas s'il vient jusqu'au bout, doit prouver qu'elle a déjà observé au moins une élection antérieurement, doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs. Dominique, ce n'est pas des conditions draconiennes non plus. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois qu'on veut recadrer les choses et puis... Parce que l'élection présidentielle est une élection vraiment très importante et capitale pour un pays et c'est là-bas que parfois il y a des velléités de nuisance par certains et donc il faut prendre quelques mesures juste pour mieux cadrer le processus et éviter que des gens débarquent de on ne sait pas d'où ou des gens créent leur ONG juste pour semer des troubles. Donc on veut s'assurer que cette organisation a déjà observé
les élections dans tel pays et quelles ont été ces observations. Ça permet de juger de l'impartialité de cette... Parce que ça aussi, on ne peut pas permettre, par exemple, une organisation qui passe son temps à vilipender le régime ou bien une organisation qui passe son temps à insulter l'opposition. Donc ça veut dire que c'est des organisations partisanes. Et ça, il ne peut pas jouer un rôle impartial comme il le faut. Qui soutient le pouvoir. Oui, même si on découvre que c'est une organisation qui lit des motions pour soutenir le président de la République, c'est pas acceptable qu'on puisse l'accréditer. Si c'est une organisation qui passe son temps à insulter le régime, à traiter le pouvoir de tous les noms d'oiseaux et prend fait et cause pour l'opposition, c'est une organisation non crédible et partiale dont on ne peut pas accepter pour que puisse créer de la zizanie, parce que il faut faire très attention. Parce que lorsque l'on doit scruter des organisations dont le caractère impartial et neutre. Oui, mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et en demandant au moins de connaître leur expérience, c'est justement pour s'assurer que quand ils ont observé des élections dans tel pays, quelle a été leur observation, quoi. Et ça permet donc de juger de leur crédibilité et de leur permettre. Parce que, vous savez, imaginez-vous un observateur qui circule de bureau en bureau le soir du dépouillement, qui voit des résultats et il donne le contraire de ce résultat à un média. Mais c'est qui veut mettre le pays à feu et à sang. Donc c'est pourquoi il faut des gens sérieux, crédibles, honnêtes pour observer les élections. Adam Adjono, vous pensez que ces conditions fixées par la CENI sont acceptables? Vous savez, ici comme ailleurs, je pense que l'observation des élections a toujours été cadrée. Ont été cadrés pour plusieurs motifs, parce que vous savez, ce sont des rapports qui interviennent dans la crédibilité, même si cela n'est pas dit officiellement. Lorsqu'on prononce les résultats, ce sont des rapports qui interviennent dans la crédibilité des élections. Par rapport à cela, je pense qu'il faut avoir un regard assez poussé, très pointu dans le profil des ONG qui viendront donc disons, observer ces élections-là. C'est ce qui fait, moi je pense que depuis un moment, lorsque nous prenons les élections que nous avions connues, que ce soit les deux dernières ou par le passé, je pense que le Togo a, disons, une manière assez souple de pouvoir autoriser ces ONG-là à venir observer les élections. Or, lorsque vous vous déplacez du Togo, c'est pas la plupart du temps, c'est pas le cas. Et je pense que cette fois-ci, il faudrait quand même qu'on change de formule sur ce que la CENI est en train de faire, parce qu'on ne peut pas autoriser, ou du moins des gens créer seulement des ONG juste pour des élections, ou du moins à 2 mois ou 6 mois des élections, on crée des ONG juste pour ces élections-là. C'est pas possible. C'est très courant aussi. Oui, c'est très courant. Et surtout les problèmes candus, c'est vrai qu'on a dit dans le rapport que vous devez être à mesure de prendre en charge vos observateurs. Mais lorsque vous sortez un peu les problèmes que ces observateurs-là ou ces ONG-là ont, moi j'ai assisté à beaucoup de cas, surtout lorsque vous prenez les pays de l'Afrique centrale, parce que ces pays-là, par le passé, sont des pays qui ont la manne pétrolière, et par rapport, lorsque ces ONG-là finissent donc d'observer, il y a donc du cash qui sort. Donc, il y a beaucoup d'ONG, surtout majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, qui se déplacent dans ces pays-là. Et aujourd'hui, lorsque ces pays-là sont en difficulté, on ne mobilise plus autant d'argent pour les élections comme ce fut par le passé, ou du moins, lorsqu'on en mobilise, c'est réellement très regardant dans la gestion de ces trucs-là. Donc ça fait que ces ONG sont en difficulté. Et ces options-là ne sont pas prises en compte. On ne peut pas vous autoriser. Parce que lorsque vous finissez, est-ce qu'il faut... Mais il y en a même qui ont été interpellés dans des pays pour ça, parce qu'à force de rester dans les hôtels, ils n'ont pas pu quand même honorer ces engagements. Donc ça crée énormément de problèmes. Donc je pense qu'il faudrait... Même au Togo, on en est aussi connu, parce que c'est vrai que la presse n'en a pas parlé assez. Mais moi, je connais des situations où des ONG ont eu des problèmes comme cela. Donc il a fallu, compte tenu de la magnanimité d'un certain nombre de ministres qu'on nous a connus par le passé, pour intervenir, donc pour assouplir ces gens de cas-là. Puisque la question est de savoir, et s'il faudrait continuer par laisser ces ONG-là venir végéter, d'abord les gens n'ont pas aussi la capacité financière qu'il faut pour subvenir aux besoins des gens même qui reculent sur place. Parce qu'on ne pourrait pas quand même recruter des gens sur place pour intervenir dans les observations des élections et qu'au finish, les contrats de base ne soient pas honorés. Donc je pense que c'est très important que la CENI puisse être regardant sur ces formules-là pour éviter ce genre de problèmes, parce qu'après tout, c'est la crédibilité, la légitimité du pays qui est en jeu. D'accord. Justement, sur, par exemple, la question de financement, parmi les critères remplis, c'est que l'organisation
l'organisation doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs et justifier de ses sources de financement au-delà de 200 observateurs à déployer. Parce que l'observation électorale, c'est des moyens, ça ne doit pas devenir du bitos, comme on le dit pour des organisations. Non, je suis parfaitement d'accord. Parce que souvent, quand il y a des élections dans la sous-région, j'entends certains de mes amis qui disent qu'ils vont aller au Congo, qu'ils vont aller au Tchad pour aller observer. Mais des fois, quand je vois les gens, je me demande quelle expertise, quel est leur profil, quelle expertise ils ont. Donc, c'est devenu un bito, c'est un fonds de commerçants, souvent c'est un fonds de commerce. Donc, je crois quand même, quand on limite, quand on conditionne les choses, c'est une bonne chose. Je dis qu'on le fasse pour une bonne cause, c'est bon. Si on le fait pour de bonnes causes, c'est bon. Mais politiquement, vous savez, quand on prend les décisions, il y a des à côté quand même. Il y a des à côté, surtout non, comme ça s'impose à tout le monde. Je ne refuse pas. On ne peut pas dire qu'on vise quelqu'un, ça s'impose une organisation. Oui, bien sûr, vous pouvez, parce que les dossiers, qui reçoit les dossiers? C'est la CENI. Oui. Qui organise les élections. Et qui a posé des conditions. Qui organise les élections? C'est le gouvernement. Non, depuis la Qui organise les élections? C'est le gouvernement. Donc, on ne peut pas s'en passer de prendre des gens qui viennent faire des récits, des discours pour dire que au profit de ceux qui organisent. C'est ça, il y a aussi cet aspect de la chose. Mais si on est en mesure d'éviter aussi ce genre de choses, non, c'est ça là. Non, lorsque vous dites au profit, je pense que les rapports ne sont pas produits seulement au profit de la CENI. Quand nous prenons les non, je dis ce n'est pas. Non, oui, bien sûr, je ne parle pas de la CENI, ce n'est pas au profit de la CENI. L'organisateur, c'est la CENI. Non, l'organisateur de la CENI, mais qui bénéficie? Non, mais il y a bien sûr. Tous les candidats, y compris toi. Non. Mais n'est-ce pas que tu es candidat? Non, mais ce n'est pas ça. Qui bénéficie? Donc vous savez tous les participants des élections qui bénéficient. Au micro, vous savez ce que je dis, hein? Vous savez ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand on organise les élections, du point de vue rapport, on voit des observateurs qui viennent raconter de n'importe quoi. C'est dans les deux sens. C'est justement pour ça qu'il faut éviter. C'est dans les deux sens. De prendre n'importe qui. C'est dans les deux sens. Donc tu donnes raison à la CENI. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Je l'ai déjà dit que ce que la CENI est en train de faire, c'est des mesures louables, mais que cela serve, que ces mesures servent réellement à la bonne cause. C'est tout ce que je dis. Maintenant, il y a un point aussi qui est très intéressant, le point J. L'organisation ne doit pas appartenir à un organisme ayant exprimé antérieurement une position partisane sur des questions politiques. C'est comme on demande à nous, journalistes, je ne peux pas m'afficher publiquement, prendre fait et cause pour un pouvoir, un parti donné, et vouloir jouer à la neutralité, par exemple. Les cas des journalistes même sont déjà tranchés parce que la hack est claire là-dessus. Lorsque vous prenez ce genre de position, vous retirez la carte de presse, tout de suite, vous n'êtes plus. Maintenant, l'observateur qui vient observer comment les règles du jeu se passent ne doit pas être partisan. Mais c'est ça, pour la crédibilité de son observation. C'est ce que je disais tantôt. Si tu es partisan, tu peux aller dans un bureau de vote, tu vois le résultat affiché et tu peux donner le contraire de ce résultat. Or, si tu donnes ces résultats contraires dans un média, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'inciter une partie contre l'autre ou là, dans la localité dans laquelle tu as observé, les gens, quand ils vont suivre, disent mais non, c'est faux. Chez nous, voilà le résultat. Donc voilà des observateurs comme ça qu'on ne veut pas. On veut des gens sérieux, on veut des gens honnêtes, crédibles, qui peuvent relayer les vraies informations. Tout ça que tu organises. Par exemple, n'allez pas prendre leurs amis pour venir observer. C'est ça. Les amis pour aller observer. Si tu es candidat, va chercher tes amis pour venir observer. Non, mais je ne peux pas, puisque je n'ai pas ce pouvoir. Je suis candidat, mais je n'ai pas le pouvoir. Tu n'as pas quel pouvoir? Je ne suis pas la CENI, c'est pour moi qui suis la CENI. Quand tu organisais les sittings et les marches là, tu avais des amis, non, il faut aller les voir. Je disais tantôt que lorsque vous prenez un observateur médiocre ou mauvais ou partisan, mais c'est que vous voulez mettre le pays. Prenez l'exemple des élections de 2015. L'élection de 2015, mais je le répète toujours, que l'Union européenne a financé la concertation nationale de la société civile, qui a déployé près de 1200 observateurs dans les bureaux de vote.
Et ils ont donné les résultats bureau par bureau de vote. On a centralisé ces résultats à Edamba et le résultat est sans appel. Fonya Singh avait gagné. Voilà la crédibilité d'une observation. Vous parlez de la concertation nationale de la société civile. J'ai dit financé par l'Union européenne. Et la concertation nationale de la société civile. De la société civile, justement. On sait. Mais c'est toi qui sais. Tout le monde sait. Ah, parce que lui n'organise pas les meetings et les matchs, c'est pourquoi tu trouves. Non, j'ai dit tout le monde sait. Il est crédible. C'est l'Union européenne qui a choisi. C'est en tenant compte de la crédibilité de la structure. Donc aujourd'hui, par exemple, si on a des structures sérieuses comme ça, des organisations sérieuses, pourquoi ne pas les faire comme ça? Parce qu'il ne faut pas, non, ton mouvement qui organise des matchs chaque jour, des sittings partisans. Ils sont très partisans. Je suis derrière, pourquoi tu es candidat? Tu es candidat pour que tes partisans puissent. Non, il n'y a pas de souci. Mais ton organisation ne peut en aucun cas. Il n'y a pas les élections. Il n'y a pas de souci. Étant candidat, comment tu peux être candidat et avoir une organisation qui va observer les élections? Pour dire quoi? C'est même déjà, tu es hors. Vous êtes déjà hors. Moi, je vais observer. En tant que candidat, je cède mon poste à quelqu'un d'autre. Non, viendra dire le contraire de ce que toi tu veux. Oui, mais ça vient. Il faut aussi nuancer. Il faut un peu nuancer parce que vous savez, ce qui se fait aussi ailleurs aujourd'hui doit être ici expérimenté chez nous ici. C'est vrai que lorsqu'on fixe les règles du jeu et qu'on sait réellement que l'apport de ces ONG-là dans la proclamation, du moins dans la crédibilité de ces élections, il faudrait quand même, si même la CENI ou du moins l'entité organisatrice de ces élections-là ne peut même pas prendre en charge entièrement ces observations, ce qui est d'ailleurs même normal. La CENI ne prend même pas en charge. Non, c'est ce qui est différent. Pour venir observer les élections. Je suis d'accord, mais quand même, il faudrait quand même que ailleurs, quand moi j'ai observé des élections ailleurs, vous voyez carrément les institutions, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas, mais ils vous mettent au moins, il y a certains qui font la demande, on met peut-être le matériel roulant ou quelque chose en charge. Lorsque la CENI ne peut même pas prendre en charge tout ceci, il faudrait quand même qu'on dégage ne serait-ce que un forfait, un petit minimum qui puisse les permettre, normal, puisque c'est pour le bien quand même de ces élections, ne serait-ce que les moyens de déplacement ou du moins dégager un forfait pour que ces gens-là puissent faire le travail. Je pense que c'est important. Ce n'est pas quand même pas entièrement. Eux-mêmes viennent, ils savent qu'ils doivent se prendre en charge, mais quand même leur laisser tout en charge. Je pense que ce n'est pas. Lorsqu'on a de la crédibilité de ces c'est une manière d'empêcher beaucoup d'organisations de la société civile de pouvoir observer. Là, on ne verra que l'Union africaine, on ne verra que la CEDEAO, on ne verra que l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres organisations qui sont. Il y a plein d'organisations qui peuvent solliciter. Je rappelle que le communiqué de la CENI sur l'observation concerne que les observateurs domestiques. C'est pas elle qui gère les étrangers, ça c'est la ministre des Affaires étrangères. Et dans ce cas précis, il suffit de faire des appels de fonds. Et c'est pourquoi on doit savoir d'où ces financements, parce que si par exemple tu as la capacité de déployer 200 observateurs, ça veut dire que tu as les moyens. Tu as trouvé où ces moyens? Est-ce que c'est auprès de Boko Haram que tu es allé négocier ces moyens ou auprès de au Carmel, même ce qu'on déploie, même est-ce qu'ils ne sont même pas des dangers peut-être quelque part? Ah oui, mais justement, si peut-être une organisation mafieuse te finance, c'est justement peut-être pour obtenir quelque chose à la fin. Et si peut-être sa vision, c'est peut-être de mettre ce pays à feu à sang, c'est pourquoi la CENI a posé quelques conditions de rien du tout. Mais aura les yeux regardants pour s'assurer qu'effectivement, cette organisation a eu des moyens provenant de telle structure et qu'il n'y a pas de souci, elle peut observer en toute impartialité les élections. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit, de faire des observations impartiales. Je crois que tu as déjà observé des élections au Bénin, lors des législatives. Donc, je suis sûr que sur le terrain, là-bas également, et c'était quand même que il faut des organisations crédibles. Oui, et même la personnalité même de ceux qui sont même au niveau de votre liste, quand même, ils ne sont pas des gens comme ça qu'on prend la rate. Oui, bien sûr. Il y a la personnalité des personnalités du communiqué que je lisais, c'est bien spécifié un peu. Très clairement. Je vais peut-être lire. Ok, vas-y. Je vais peut-être lire. Attendez que ça s'ouvre parce que ça fait ce caprice là. En tout cas, ceux qui sont retenus pour l'observation doivent aussi remplir un certain nombre de conditions. Mais continuez vos propos. Non, je disais que
une élection est crédible, non pas seulement, c'est vrai que ce n'est pas seulement les rapports des observateurs, parce que les rapports relatent la situation sur le terrain, comment les choses sont passées, les irrégularités constatées, et ainsi de suite. Mais au fait, l'organisation elle-même, elle est d'abord en amont, comme les préparatifs, tout ce qui suit. Mais ce qui est problématique, c'est la proclamation des résultats. Oui. C'est au niveau de la proclamation des résultats. L'observateur aussi peut intervenir. Puisque si tu as même pour la réconciliation des entités, les observateurs dans tous les centres de vote, tu es censé avoir une idée sur le résultat. Une idée sur. Mais même seulement tu n'es pas à proclamer, parce que justement, parce que la CENI après fait un travail de fond. Où les différents CENI, c'est-à-dire ceux qui ont mal voté, ou bien ceux qui ont. C'est la CENI qui proclame son résultat. Il y a un cas son résultat qui peut être proclame le résultat issu des urnes. Maintenant, la preuve, tu as été proclamé par la même CENI la dernière fois, non? Quand tu as été élu et conseiller dans ta. Ce qui est très important. C'est la CENI qui fait le même travail. Elle fera toujours, c'est pas à la présidentielle qu'elle change de boulot. Elle est là pour proclamer les résultats issus. Quand il s'agit de la présidentielle, c'est une autre CENI. Non, mais ce qui est très important, même au niveau même. Et pourquoi tu es candidat alors? Ce qui est très important, c'est que vous allez constater même que ces ONG-là, lorsqu'ils viennent, ils sont capables, même dans une situation où les entités partenaires ne s'entendent pas, ils essaient même de les appeler, ils visitent, tel que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Lorsque vous prenez n'importe qui, ou des gens qui n'ont vraiment des profils qui accrochent, comment voulez-vous que ces gens-là appellent des personnalités qui sont donc candidats, comme vous d'ailleurs même, venir donc discuter avec eux, faire donc la part des choses, faire des propositions qui puissent permettre donc d'anticiper, ou du moins d'amener la quiétude au niveau de la population. Donc c'est très important. Ce n'est pas des trucs quand même à prendre à la faire des recommandations pour l'organisation meilleure. Tout à fait. Des recommandations qui tiennent la route. Des recommandations parce que vous avez quand même à faire vos preuves dans des pays donnés. Les directives pour les observateurs, rapidement, quelques points, c'est que l'observateur ne doit être membre d'une structure de direction d'un parti politique, par exemple. Doit s'assurer que l'observateur est membre de l'organisation qui sollicite l'accréditation, n'est pas membre, l'observateur ne doit pas être, par exemple, membre de la CENI ou de ses démembrements, ne doit pas être délégué d'un parti politique et tout. Avec ce que vous venez de dire, quand nous prenons par exemple la RTDH au Togo, la RTDH ne peut pas observer des élections. Vous savez pourquoi? Le président de la RTDH, Maître Célestin Agboudin, a été représentant de la CELI, de l'ANC dans CELI ou quelque chose comme ça, lors des élections de 2015. Ça n'exclut pas. Ça veut dire autres membres. Ça veut dire qu'il est déjà. Et les autres membres. Agboga n'est pas le seul membre de la Ligue. Non, j'ai dit, lui en tant que président. Lui en tant que président. Déjà identifié par les Togolais comme étant membre d'un parti politique ou représentant d'un parti politique. Donc, son organisation est disqualifiée à cet effet. Parce que il peut pas. Non, même si. C'est-à-dire que même si il n'est pas le seul. Il est le président. Et ça, c'est très grave. Quand vous prenez des organisations de la société civile qui sont membres du parti, eh bien, ils sont nombreux là, ceux qui sont membres du parti au pouvoir, ils sont là. Ah, tu en connais? Bon, bien sûr, on en connaît. Des membres? Mais ici, ce que je dis, c'est qu'il a été représentant de l'ANC dans représentant de l'ANC en 2015. Donc, c'était clair et net. Non. Oui, avant des présidents de la. Avant des présidents de la lutte aux droits de l'homme. Avant, bien avant. Avant qu'il ne soit, avant qu'il ne soit, finalement, il n'a plus. Il était le secrétaire général. Donc maintenant, lui, par exemple, on va terminer comme ça et on ne va pas faire de particularités. Non, c'est un exemple. Rappeler à ceux qui nous suivent donc j'ai vu le communiqué du Conseil des ministres. Donc le 22 février, on votera pour le premier tour. Le cautionnement, c'est toujours de 20 millions. La campagne va débuter le 6 février 2001. L'État va contribuer 2020, pardon. L'État va contribuer pour la campagne à hauteur de 500 millions, dont 60% seront distribués à part égale entre les candidats
et 40% pour ceux qui auront 10%. 10% ou 5%. 10%, c'est ce qui est dit dans le... Allez, et puis Donc, les forces de défense voteront 3 jours avant le... Pour ceux qui espéraient faire du bon business, bon, avis à eux, parce que là, il faut avoir 10%. Non, en tout cas, moi je pense que c'est une barrière. candidat. C'est très important. Je suis candidat. Parce que- Je suis candidat pour aller gagner, non pas pour faire figuration. Ah, d'accord. Merci. Pas pour Merci, laurier messieurs. Non, l'aide c'est de pas ça. l'État C'est pas ça. que l'État veut mettre Pas à du tout, cet effet. pas du tout. Donc,